bien. Donc, commençons la première séance de ce colloque, cette matinée, où nous avons un vaste espace à parcourir, d'Occident en Orient, et aussi une vaste période chronologique de l'Antiquité grecque jusqu'à l'époque des Lumières. Et donc, nous aurons le temps de voir tout cela en détail et je donne sans tarder, puisque nous sommes parfaitement à l'heure, la parole au professeur Jeffrey Lloyd, qui a été professeur de philosophie ancienne et de sciences à l'université de Cambridge pendant des années, qui a été master de Darwin College et dont la spécialité, vous l'avez déjà deviné, c'est la science dans l'Antiquité, mais avec la grande originalité de l'avoir étudié en Grèce, ce qui est trivial, pourrions-nous dire, dans le monde universitaire, mais aussi en Chine, et d'avoir comparé les deux, ce qui était une petite révolution. Jeffrey, donc je vous donne la parole. Vous parlerez anglais, je crois, mais il y a des traductions simultanées. The green button. Okay. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de m'excuser pour m'exprimer en anglais, mais je sais que les traductions sont de qualité et je pense qu'il est préférable que je m'exprime en anglais. Et bien entendu, je souhaite remercier Philippe Descola qui a eu la gentillesse de m'inviter et de me donner la possibilité de vous présenter quelques idées controversées, mais qui me semblent très importantes. Tout d'abord, je voulais vous présenter l'organisation de ma pensée. Je vais tout d'abord vous parler des points clés sur le concept de physis. Ensuite, nous allons voir comment les Chinois anciens, la Chine ancienne, a évolué. Et pour moi, les Chinois n'avaient pas de concept unique qui leur permettait de couvrir le périmètre de ce que couvrait le terme physis. Puis nous allons revenir vers la Grèce pour explorer certaines ambivalences et tensions dans l'utilisation de ce mot, pour ensuite envisager ce que cela veut dire pour l'héritage de la pensée grecque, y compris dans ce qui a émergé dans les idées européennes. Première partie. Le premier point que j'aimerais argumenter peut se résumer sous plusieurs chapitres. Premièrement, dans la littérature grecque ancienne, il n'y a pas de concept global qui corresponde au concept de physis. Il n'y a qu'une fois l'utilisation du terme lorsque le dieu Hermès choisit une plante et le mot physis décrit ce qu'est cette plante et comment elle se développe. Et physis est dérivé de funai, qui veut dire pousser, grandir. Cette plante est magique et qui éloigne les malédictions, mais ne représente pas forcément la nature comme champ d'investigation. Deuxièmement, c'est ce qu'elle fait, c'est exactement son objectif dans les premières philosophies. Vous devenez physiologue et des périphysiologistes, ceux qui travaillaient sur ce qui se passait au sein de la nature. Troisièmement, ces philosophes grecs débattaient de phénomènes individuels dont ceux associés aux interventions divines, alors que par contraste, les philosophes donnaient des explications rationnelles. Par exemple, explication de l'arc-en-ciel, vous avez Édès qui était conçu comme messager des dieux, ou simplement nuage. Ensuite, les philosophes ont développé une idée qui était en fort contraste avec l'idée populaire. Pour Héraclite, la nature
se résume à la ruche et il faut quelqu'un comme Héraclite pour décrire les choses telles qu'elles le sont. Cinquièmement, on voit des développements similaires dans les textes médicaux, notamment le texte d'Hippocrate sur les maladies qui donne une description heuristique des maladies par contraste avec ce qu'il décrivait comme étant des maladies alléguées. Et Hippocrate nous propose des diagnostics des différentes maladies en les mettant en lien avec différents dieux. À l'inverse des autres auteurs, il disait que telle maladie avait sa raison, le fusis, et sa cause. Et la cause était le centre principal de l'éthéos, la responsabilité. Et c'est là que découle l'idée de culpabilité légale et d'origine naturelle. Et tout cela nous éloigne des idées naturalistes qui disent et des médecins qui disent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux dieux pour parler de la maladie. Et ensuite, vous avez un domaine qui est bien établi où la fusis est reconnue par des experts et avec différents départements, les animaux, Aristote, les plantes, Théophraste. Et Aristote, bien entendu, nous propose une description générale du fusis lui-même lorsqu'il parle de la cause en général. Et bien entendu, il ne s'agit pas là de physique au sens moderne du mot. Ensuite, vous avez la fusis qui devient une des trois branches de la philosophie. Et même les sceptiques de la fusis continuent à présumer que les phénomènes naturels avaient leur nature de régulation. Voici donc, maintenant, j'en arrive à la partie de mon exposé. Et je suppose que la Chine du IIe siècle avant Jésus-Christ n'avait pas de concept général qui corresponde au concept de fusis. Le mot chinois dérive du mot japonais dès lors que les Japonais ont été familiarisés aux concepts occidentaux. Donc, si l'on se demande comment les Chinois décrivaient ce que les Grecs décrivaient par le mot fusis, eh bien, il y a diverses réponses. Dans un contexte, les Chinois utilisaient le concept des 5 phases ou des 5 âges et ensuite discutaient de ce qui se produisait de manière spontanée, sans intervention humaine. Et troisièmement, ils spéculaient sur les origines de la myriade des choses, ou simplement des choses. Et quatrièmement, ils étudiaient les relations entre le ciel, la terre et les humains. Dans d'autres contextes, ils s'intéressaient au schéma des choses. Et bien entendu, le Dao est l'objectif de bien des projets. Pas simplement une question de connaissance intellectuelle, mais une manière d'incarner les choses. Et le mot Jin, d'abord utilisé pour nommer le riz, a fini par décrire l'essence des choses. Et il y a eu de débats passionnés au IIIe et IVe siècle avant Jésus-Christ pour discuter justement de l'essence véritable des choses. Dans ce contexte, le mot utilisé était Shin, qui peut se traduire par nature humaine. Mais soyons précautionneux. Lorsqu'ils utilisent les Chonchen, ce mot nous parle du Jin, de l'eau, mais l'identifie comme étant la pureté, la clarté, le roi. Quand on parle du Jin de l'être humain, on décrit sa vie, et il est évident que là, on n'essaye pas de décrire la nature physique de l'eau ou de l'humanité, mais on est en train d'établir un idéal, le caractère de la chose en question,
lorsqu'elle est à son summum. Donc nous voyons que les Chinois ont un vocabulaire très riche qu'ils déploient pour débattre de problèmes, alors que les Grecs se référaient au fusis. Mais il est tout à fait essentiel de voir que les Chinois, à la différence des Grecs, n'étaient pas tentés de rassembler tous ces problèmes pour pouvoir les considérer comme faisant partie d'une seule et unique problématique, la nature. Nous pouvons poser l'hypothèse que l'on ne peut travailler en philosophie ou en sciences naturelles sans ce concept de base qu'est la nature, mais les Chinois nous montrent l'inverse, car ils ont réfléchi en décrivant le concept différemment. Dire que les Chinois n'avaient pas de concept équivalent à la nature ou au fusis ne veut pas pour autant dire qu'ils n'appréciaient pas les régularités du phénomène. Ils appréciaient bien entendu que pour avoir des récoltes, il fallait semer des graines. Ils estimaient de manière de plus en plus précise la durée d'une année solaire ou d'un mois et avaient la possibilité de prédire les éclipses du soleil, par exemple. Mais ils avaient une compréhension implicite de ce que nous appelons la nature, mais par contre n'explicitaient pas le fait que tous ces domaines faisaient partie d'un seul domaine. Et autre chose très importante, les hommes qui travaillaient là-dessus ne se démarquaient pas, ne se distinguaient pas des autres comme étant des naturalistes, des physioi. Et les Chinois, certains Chinois, par contre, revendiquaient une connaissance supérieure. Mais ils étaient plutôt des experts dans le déchiffrage des astres, dans le travail des mathématiques, dans le travail de l'agriculture, etc. L'objectif de ce que je viens de vous dire est de montrer le contraste entre la tendance grecque qui consiste à se concentrer sur le fusis et le concept chinois qui fait la différenciation entre différents domaines et projets. Mais tout ceci a tendance à masquer où se situe le problème marqué par le terme grec de fusis. Donc voyons où sont les ambivalences. Okay, part 3. Je souhaitais donc identifier deux problèmes principaux. Tout d'abord, les contextes multiples dans lesquels certains contrastes sont établis entre la nature, fusis, et le nomos, qui inclut les lois, les coutumes et les conventions. Et deuxièmement, les problèmes qui sont inhérents à la démarcation entre deux domaines de recherche, le fusis ou la physique et l'éthique. Dans le premier cas, les Grecs se sont posé les questions de ce qui faisait la différence entre différentes populations humaines et imaginaient que ces populations avaient des dispositions et des caractéristiques physiques fondamentalement différentes. Le traité d'Hippocrate parle de cela. Les problèmes sont tout à fait clairs dans le deuxième cas où là, vous avez deux modes d'explication très différents. Au chapitre 16 du travail du traité de médecine, vous avez la différence entre les Asiatiques et les Européens. Et la principale raison pour laquelle ces Asiatiques ont un caractère moins malléable que les Européens est due aux uniformités des saisons qui ne montrent aucun changement important entre les saisons chaudes et les saisons froides. Et il va jusqu'à dire que leurs lois, leurs coutumes sont un facteur additionnel. Lorsque les hommes ne sont pas indépendants et sont gouvernés par des despotes, ils évitent d'être
tous ils deviennent tous identiques. Et regardez, la preuve en est que les Grecs, eux, ne sont pas gouvernés par des despotes, ils sont tous des êtres humains, individuellement. Si votre caractère dépend du climat, à ce moment-là, vous attendez à ce que toutes les personnes qui vivent sous le même climat aient le même climat. Mais évidemment, on constate que les gens qui vivent en Asie n'ont pas tous le même caractère, ce qui sape l'idéologie écologique. Donc les auteurs, Hippocrate en tant qu'auteur s'est acculé dans un coin. Il ne se contente pas de l'explication écologique ou politique et fait peu pour résoudre le problème de la réconciliation entre écologie et politique. La deuxième controverse importante entre Phusis et Nomos est liée aux fondations de la moralité. Les Grecs étaient tout à fait conscients du fait que les coutumes et les conventions sont très différentes. Pareil en Chine. Mais le débat était de savoir si les concepts de bien et de mal étaient fondés naturellement. Les réalistes cyniques le niaient et Périclès, dans la pièce de Platon, nous dit que les lois ont été mises en place par les faibles dans une tentative de résoudre l'agression des forts. Et dans la République de Platon, on nous dit également on nous dit l'inverse, à savoir que les lois ont été créées par les pauvres, par les forts, pour essayer de trouver un vernis d'apparence à leur appropriation du bien public. Et la justice est simplement ce qui est décidé par les forts. Voici donc la position des Athéniens, où l'on voit que les millions de pauvres protestent, mais en vain, de la justice de leur situation. Maintenant, voyons l'objectif de la moralité. Certains disaient que la moralité était qu'il y avait des exceptions à la règle qui sont spécifiques à des sociétés. Il s'agissait là de lois non écrites qui s'appliquaient à tous les hommes. Et c'est ce que nous dit Antigone lorsqu'elle enterre son frère contre la volonté de Créon dans la pièce de Sophocle. Et nous voyons combien l'idée de ces lois non écrites existe. Et cela nous révèle combien il est difficile de préciser ce que sont ces lois non écrites. Dans un échange entre Éphéas et Socrate, même l'exemple donné est la prohibition de l'inceste. Et l'argument est sapé par l'observation du fait que ce n'est pas respecté de manière universelle. Deuxième argument est également difficile à soutenir. Là, vous avez la vision de Platon qui dit que l'injustice fait du mal, que c'est comme une maladie, que cela est dommageable non seulement au corps, mais également à l'âme. Et tout cela est soutenu par la psychologie, et ce n'est pas le seul point de controverse. Platon disait qu'il y a des formes éternelles, intelligibles, de bien, de beauté, et oui, de justice. Et ce qui peut sembler juste, à une personne peut sembler injuste à une autre, mais la justice en tant que telle est transcendante et ne peut être remise en cause par le contraste entre nature et culture. Et c'est là que nous avons différentes propositions contre-intuitives auxquelles je reviendrai pour vous montrer combien la philosophie peut avoir eu une influence sur les Grecs à l'époque de l'Antiquité. Maintenant, deuxième exemple pour illustrer le principe de Phusis repose sur la frontière entre Phusis et éthique. Aristote, qui voulait toujours définir les sujets et les méthodes, nous dit que l'éthique et la politique gèrent la vertu morale et les institutions politiques.
Nous, en tant qu'adultes, ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous pouvons faire des choix basés sur la morale. Ok, très bien, mais c'est là que commencent les complications. Le fusis n'est pas juste un mot de description, mais également un mot normatif. Les hommes sont par nature des animaux politiques, politica. Aristote savait très bien que la majorité des êtres humains ne vivent pas dans des villes, mais il nous dit que dans la mesure où le polis, c'est l'idée d'une communauté humaine, c'est à l'homme d'aspirer à la communauté. Aristote avait une vision idéologique de la nature et a travaillé sur sa politique, mais également, et pour vous donner un exemple frappant, dans les corps des êtres vivants, le haut est le niveau par lequel entre l'aliment. Mais chez les quadrupèdes, le haut est à l'avant du corps, là où se situe la bouche. Chez la plante, le haut repose là où sont les racines. Donc les plantes vivent à l'envers. Et tout est estimé par rapport au modèle fourni par l'homme. Et c'est ainsi qu'on arrive à la conclusion que les femmes sont inférieures à l'homme. Elles ne réussissent pas à transformer leur sang à transformer leur sang en sperme comme le font les hommes. Donc, j'en arrive maintenant à la fin de ma troisième partie pour aborder, parce que je pourrais poursuivre, mais j'espère que vous comprenez que j'en arrive à la conclusion que si les Grecs utilisaient le fusis pour couvrir un domaine de phénomènes naturels pouvant être investigués, pour eux, ce n'était pas questionnable. Et j'espère vous avoir indiqué suffisamment de différences entre les approches chinoises et grecques à des problèmes qui, dans certains domaines, sont assez similaires et qui pourraient être illustrés par l'étude et des différences entre différentes populations, des études entre les différences entre êtres humains et animaux, etc. Et maintenant, je souhaitais étudier plus précisément l'héritage grec, parce que la notion grecque de la nature a bien entendu été remise en question et a ensuite été transmise et s'est transformée dans la culture européenne. Les plus grandes différences se sont opérées dès lors que les civilisations grecques et romaines se sont converties au christianisme. Et c'est là que l'on arrive à l'éthologie que Descola appelait le naturalisme. Et je voulais faire quelques commentaires. Le christianisme a beaucoup emprunté aux idées grecques et romaines, mais a transformé ce qu'elles s'étaient appropriées. Les dieux païens des Grecs n'ont pas créé le monde ex nihilo. Ils n'étaient pas en mesure de diriger le monde contre la nature. Il ne pouvait y avoir de miracle. Et là, les Grecs faisaient une distinction entre humains et autres animaux. Et même si chez Aristote, il est suggéré que les plantes existent pour le bien des animaux, les animaux pour le bien des humains, tout cela va à l'encontre de la théologie grecque qui dit que chaque être vivant existe pour son propre bénéfice et non pour le bénéfice des autres créatures. L'histoire de la Genèse, à l'inverse, nous montre que les autres animaux sont là pour être gouvernés et utilisés par les hommes. On assiste là à un glissement philosophique. Les plantes ne sont pas là pour être cultivées pour elles-mêmes. Et c'est là qu'intervient le concept de foi. Le christianisme promet à l'être humain de sauver son âme par le fait de cette gouvernance du monde. Ces croyances ont donné une fortuna très complexe pour les siècles à venir. Et je voulais conclure en examinant la situation où nous en sommes aujourd'hui dans l'époque de la modernité. Je vous ai montré les différences entre les idées chinoises et grecques,
Mais ces deux régimes sont analogistes et sont en contraste avec l'écologie éthologique de Descola, qui montre l'importance de la physicalité, de l'intériorité. Et ce que nous montre Descola, c'est que cela est continu, la physicalité est continue entre êtres humains et non-humains, mais seuls les êtres humains ont une culture. Dans les régimes analogiques, à la fois l'intériorité et la physicalité sont discontinues, mais sont reliées par des réseaux d'analogie et de correspondance. Il est important de reconnaître que le fait de se concentrer sur l'intériorité et la physicalité traite du problème à un niveau d'expérience beaucoup plus profond que le type de débat qui existe entre différentes positions philosophiques. Descola nous montre que les concepts qui existaient chez les Grecs et chez les Chinois et qui sont exemples de régimes analogiques sont liés à des facteurs tels que les pratiques religieuses, les relations culturelles, voire même les relations à l'art. Les philosophes et leurs spéculations n'ont pas d'effet sur les systèmes de croyances des cultures auxquelles ils appartiennent. On pourrait dire que les théories philosophiques chinoises et grecques ont validé les modes de fonctionnement dans les sociétés dans lesquelles ils vivaient. À l'inverse, on pourrait dire que les Chinois et les Grecs étaient des sociétés qui étaient très affectées par les conversions religieuses, par le christianisme d'un côté et le bouddhisme de l'autre. Et ce sont là des histoires très complexes. D'un côté, ce que l'on peut constater, si l'on se reconcentre sur l'analyse chez Descola, d'un côté, et dans certaines études historiques, dont les miennes, vont nous permettre d'éviter certaines incompréhensions. Et je plaide coupable pour certaines de mes conclusions du passé. En tant que philosophe et historien, je continue à me poser différentes questions qui mériteraient d'être étudiées. Comment a émergé le naturalisme? Et que doit le naturalisme aux idées antérieures de la nature? Les Grecs avaient anticipé la notion selon laquelle il y a une chose unique dont sont fabriquées toutes les choses. Alors, je voudrais bien savoir ce que dirait la physique moderne de cette chose et qui est bien entendu à des années-lumière de ce que débattaient les philosophes grecs lorsqu'ils débattaient de ce dont sont faits les êtres vivants, les chaises, les tables, etc. Si nous sommes encore en train de débattre de la différence entre inné et acquis, certains d'entre nous débattent même des idées de nature et de culture. Mais si la nature contamine le naturalisme, comment pouvons-nous faire sans l'idée de nature? Pouvons-nous envisager l'anthropologie, la cosmologie, la physique, l'éthique qui se passerait de nature? Si nous pouvions simplement dire « nous n'avons jamais été naturalistes », d'ailleurs les Chinois pourraient le dire, mais les Chinois de l'Antiquité, car les Chinois du monde moderne ont du mal à résister à l'entrée du naturalisme. Les sciences naturelles, telles que nous les appelons, se sont unies pour dire qu'elles étudiaient différents aspects d'une seule et même nature en utilisant des méthodes scientifiques. Mais ce sont bien des méthodes au pluriel et qui sont différentes en fonction du thème étudié. Ils invoquent le thème de la nature, mais cela peut nous induire en erreur et nous amener à ne pas prêter attention à la différence dans les méthodes. Pour étudier le fait qu'il y ait différentes méthodes peut être robuste et peut amener à se poser différentes questions. Après avoir lu un article en 2007 qui s'appelait « Espèces naturelles, crépuscule scolastique », je me rends compte que nous devons être critiques par rapport à ce concept. Nous
savons que grâce aux analogies et compte tenu du bagage de la nature, on mélange le descriptif et le normatif. Et bien souvent, il y a des présupposés naïfs qui ne permettent pas d'arriver à des conclusions qui soient exhaustives. Et donc, nous avons différents systèmes de croyances et de pratiques attestées dans les sociétés antiques qui nous entraînent à étudier tout cela avec l'œil d'un anthropologue. Et nous avons beaucoup encore à apprendre des investigations et des recherches qui seront partagées lors de ce colloque. J'ai beaucoup d'espoir.